Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. Moi, je trouve que les jeunes ont appris, parfois à leurs dépens, mais assez vite quand même. Aujourd'hui, ils ont un regard assez critique là-dessus. Alors, c'est vrai qu'en face, il y a eu d'autres comportements qui sont aussi condamnables, mais par quelques acteurs qui venaient pas de la télé-réalité et qui ont quand même eu l'avantage de tirer un peu la sonnette d'alarme. L'État met plus de moyens sur des enjeux qui sont des enjeux pour lui, État, et pas pour les individus comme population. C'est assez horrible à penser, mais c'est une réalité. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts francophones se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que marketing et influence y participent. On en reparle en fin d'épisode avec les modalités et les engagements que vous pouvez avoir pour soutenir cette association. Dans ce cadre, j'ai choisi d'inviter Justine Latland, directrice générale de l'association e-Enfance, reconnue d'utilité publique dans sa mission de protection de l'enfance sur Internet et d'éducation à la citoyenneté numérique, et également du numéro court national, le 3018, pour les victimes de violences numériques et l'accompagnement à la parentalité numérique. Justine a près de 20 ans d'expérience dans la protection de l'enfance dans l'univers numérique. Elle est aussi chevalier de l'Ordre national du mérite. Et dans cet épisode, on a parlé des dangers des réseaux sociaux pour les enfants, du rôle des influenceurs et l'encadrement des plateformes pour mettre en place toutes les conditions requises pour protéger les enfants et les adolescents. Voilà, je vous souhaite un bon épisode et on se retrouve en fin d'épisode pour toutes les modalités pour participer au podcaston. Bonjour Justine. Bonjour Cyril. Merci de nous faire le plaisir de venir dans l'épisode pour le podcaston cette semaine. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes ? Alors, en quelques minutes, j'ai un parcours qui, effectivement, est un peu différent de ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai commencé par faire des études de droit, du droit public. Je m'intéressais déjà quand même beaucoup à la vie de la société, qu'est-ce qui encadrait nos relations humaines dans un cadre de social. J'ai été journaliste ensuite pendant une dizaine d'années, pas mal dans les médias aussi, et j'ai vu naître Internet et éclater la première bulle, comme on disait, Internet à l'époque. Ensuite, j'ai ouvert et géré un restaurant dans Paris pendant 2 ans, et puis ensuite, j'ai fait une formation à la médiation familiale, ce qui a rajouté à mes études de droit une formation en psychologie et une formation en sociologie. Et puis, c'est à l'issue de ça que j'ai rejoint l'association e-Enfance en 2006, exactement. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'association e-Enfance et le 3018, qui est aussi un service que vous opérez ? Absolument. Alors, l'association e-Enfance, c'est une association qui s'occupe exclusivement de la protection de l'enfance sur Internet. C'est-à-dire qu'on s'occupe exclusivement des usages numériques des enfants et des adolescents. L'idée étant de voir comment, sur Internet, au sens très large, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, toute la vie numérique d'un enfant et d'un ado, comment les droits des enfants sont malgré tout préservés et comment on peut leur faire profiter de tout ça, mais tout en les protégeant parce qu'ils ont droit à être protégés quand ils sont mineurs. L'association a été très précurseur, elle est née en 2005. Je dis toujours qu'elle a vu naître Facebook, elle a vu naître l'iPhone, mais elle était là avant. Donc c'est vrai que voilà, au début, on était un peu seuls à s'occuper de ces sujets qui aujourd'hui, heureusement, prennent beaucoup plus de place dans la société. Et puis fort de ça, l'association e-Enfance, maintenant, elle opère un numéro national qui s'appelle le 3018. Et donc, il y a un numéro qui est dédié justement, quelque part, à la vie numérique et à la protection des enfants et des ados dans la vie numérique. Il y a un numéro sur les dangers et la maltraitance plutôt à la maison. Il peut y avoir des numéros qu'on peut trouver pour l'école. Et puis, aujourd'hui, la vie numérique est tellement importante dans la vie de nos ados qu'il fallait un numéro dédié où ils savent qu'ils vont pouvoir parler à des gens qui connaissent vraiment
ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui des adultes et notamment de leurs parents. D'accord. Et e-enfance, c'est un sujet franco-français. Vous avez des homologues, j'imagine, peut-être dans d'autres pays, ou comment ça s'organise? Parce que c'est des sujets globaux, quoi, parce que finalement, aujourd'hui, on adresse tous les mêmes problèmes, j'imagine, avec les plateformes. Exactement. D'ailleurs, c'est vraiment très universel. C'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez fort aujourd'hui de se dire qu'un enfant qui soit en Inde, à Paris ou à Mexico, finalement, ils sont sur les mêmes plateformes et ils ont quand même à peu près les mêmes vies numériques, en tout cas. Ouais. Donc, effectivement, on a des homologues, notamment au niveau européen. Il faut reconnaître que la Commission européenne a été très précurseur, elle aussi, puisque dès la fin des années 2000, avant 2010, elle a créé un réseau européen qui s'appelle le Safer Internet, dans lequel on a des homologues. Donc, le numéro 3018, on est une helpline, en l'occurrence la française, mais on a un réseau de helpline qui sommes une trentaine, en fait, au niveau européen, ce qui nous permet tous les trimestres de nous réunir, d'avoir des échanges même quasiment hebdomadaires dans des calls divers et variés sur des sujets, et d'être aussi, du coup, des interlocuteurs un peu massifs face aux grosses plateformes et de pouvoir avoir un certain nombre d'accords particuliers avec eux. Parce que sur le 3018, comme j'ai présenté, qui est un numéro pour les jeunes, on a vraiment une particularité, c'est qu'on a un accès direct au service de modération des réseaux sociaux, ce qui nous permet, quand un jeune nous appelle et nous dit, voilà, je suis en train de me faire harceler sur un réseau, ou une fille qui nous dit, j'ai un contenu de revenge porn qui circule sur moi, on prend tout de suite son contenu et on l'envoie directement au service de modération du réseau social concerné, et ils traitent nos signalements en priorité, ce qui fait que vraiment, dans les minutes qui suivent nos signalements, le contenu va être bloqué ou supprimé selon les cas. Donc, c'est vraiment, ça a une capacité d'action très forte, réelle, concrète, qu'on peut offrir aux jeunes, au-delà de tout ce qu'on peut aussi leur offrir d'autres, c'est-à-dire de l'écoute, du conseil, de l'orientation vers le scolaire, si le harcèlement est aussi scolaire, la police s'il y a besoin qu'ils aillent porter plainte, de l'enfance en danger s'ils ont une problématique familiale derrière tout ça. Enfin voilà, après, on les prend en charge plus globalement, mais vraiment l'action spécifique du 3018, c'est ça, c'est de pouvoir signaler en priorité et en urgence à tous les réseaux sociaux qu'un jeune chez eux vit une situation de danger et qu'il faut qu'ils interviennent très vite. Par exemple, on a géré le cas de la jeune Mila, la fameuse Mila. Oui. C'est nous qui l'avons accueillie en premier. Elle nous a appelés, on l'a eu au téléphone, on a eu sa mère, ses frères, ses sœurs. On a pu gérer avec elle le problème. Ensuite, évidemment, avec tous les autres services de police avec qui on collabore régulièrement. Mais voilà, donc c'est vraiment pas que un numéro d'écoute, c'est un numéro actif. D'accord. Donc là, c'est aussi supporté par l'Europe, par le gouvernement français, j'imagine ? Absolument. Alors, fort de ce réseau européen, on a une subvention européenne. On est cofinancé par la Commission européenne depuis très nombreuses années sur justement cette action du 3018. On a effectivement également des soutiens du gouvernement français. On a différents ministères qui nous supportent, l'éducation nationale, la santé, la protection de l'enfance, enfin, voilà, tous les différents ministères concernés. Et puis, on a aussi, et c'est bien normal, des soutiens privés, et notamment des principaux concernés que sont les plateformes, puisqu'on a effectivement également le soutien financier des plus grosses plateformes en tout cas, qui participent finalement au financement du 3018, qui est une forme de pré-modération, puisque finalement on travaille en amont. Exactement, on travaille en amont, on traite les signalements, et finalement, grâce à nous, ils savent qu'au moins les signalements qui leur sont adressés par le canal du 3018 sont toujours pertinents. Il faut vraiment les vérifier, traiter. J'imagine que vous vérifiez aussi. Alors nous, effectivement, on connaît par cœur leurs conditions générales d'utilisation, les standards de la communauté, comme on dit, de chacun. On travaille avec eux régulièrement, puisqu'ils nous updatent régulièrement sur ce qu'ils ont changé, etc. Et donc, ça permet aussi d'avoir une efficacité et une confiance, puisqu'il y a un certain nombre de réseaux sociaux qui finalement vont même pas regarder les contenus qu'on leur adresse. Dès lors que ça vient de nous, ils savent qu'il faut qu'ils agissent et ils font exactement ce qu'on leur demande de faire. Donc ça, c'est vraiment des liens très forts. Et donc, fort de ça, effectivement, voilà, ils nous soutiennent un peu financièrement, puisqu'on fait un peu une forme de SAV. C'est ça. Voilà, auquel on participe avec eux. Exactement. Pré-SAV. Et du coup, alors, e-enfance, c'est Internet et les réseaux. Tout à fait. Aujourd'hui, tu dirais que les réseaux sociaux ont pris représentent beaucoup de cas chez vous, versus, j'imagine, les moteurs de recherche ou des sites Internet. Complètement. Alors c'est vrai que ça vraiment, moi qui ai vu naître ça, c'est vrai que quand on est né en termes de service, en tout cas grand public, avec ce numéro Internet, il y a très longtemps, c'était évidemment plus Internet. Alors Internet, c'est des sujets aussi importants qui existent, mais sur lesquels d'abord les ados vont moins nous appeler. Par exemple, Internet, ça peut être la confrontation des jeunes à des contenus pornographiques, ça c'est Internet. Ça, c'est un sujet. Et donc ça, c'est vrai que c'est plutôt les parents qui vont nous appeler pour ça, en nous disant mon enfant a vu ou je veux pas qu'il voit, comment je fais. Mais les jeunes vont moins nous appeler, mais voilà, ça on a pas moins de cas pour ça. Il fut un temps, on avait beaucoup d'appels de parents aussi qui nous appelaient
parce qu'ils étaient un peu troublés, je dirais, par la consommation un peu excessive de jeux vidéo de leurs garçons notamment. Et ça, il y a eu une époque où c'était très fort sur la ligne. Beaucoup de parents de grands ados, de lycéens, etc., qui avaient l'impression que ça devenait limite une addiction et qui savaient pas du tout comment s'en sortir. Maintenant, ça, c'est beaucoup moins présent. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment des jeunes qui ont pu être ados il y a 10 ans, clairement avec le jeu vidéo qui était un peu vu comme quelque chose d'un peu spécifique aux ados, un peu excessif, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un loisir qui touche toutes les tranches de la population. Mais maintenant, vous intervenez toujours sur les jeux vidéo, même s'ils sont plus en ligne ou s'ils sont plus sur Internet. On intervient toujours parce que c'est quand même toujours un sujet. Ça reste un sujet encore quand même dans les familles parce que les parents souvent ont l'impression que les jeux vidéo, ils connaissent pas trop, que c'est vraiment leurs enfants qui vont leur dire je veux tel jeu. Et puis surtout, ça reste quand même un sujet un peu de quand je lui dis d'arrêter, il me dit qu'il peut pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est-à-dire, il me dit qu'il peut pas parce que c'est de l'éducation parentale. De savoir un peu que tous les jeux sont pas pareils. Les jeux vidéo, évidemment, ça veut pas dire grand-chose. Il y a plein de jeux différents. Il y en a en ligne, il y en a pas en ligne, il y en a en jeu tout seul, d'autres plusieurs. Il y a des consoles de salon, il y en a d'autres de poche. Tout ça, c'est quand même c'est très large. Donc on peut pas tout mettre dans le même mot. Et ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Et puis très honnêtement, je pense que les ados ont besoin que leurs parents comprennent un peu mieux ça. Sinon, il y a une vision très manichéenne du jeu vidéo où on laisse tout faire, où c'est nul. Alors que finalement, ils développent plein de compétences, ils savent faire plein de trucs, ils ont une vraie dextérité et que leurs parents seraient bien incapables d'avoir entre la manette, bouger, faire des trucs, etc. Et c'est vrai qu'ils souffrent pas mal aussi de ce regard très dévalorisant du joueur de jeux vidéo. Et ça, il y a besoin de ce lien-là. Voilà. Donc ça, c'est quand même encore assez présent. Il y a besoin de soutien, d'accompagnement. Maintenant, c'est vrai que ce que nous amène les ados le plus, c'est-à-dire ce pourquoi eux nous appellent, évidemment que c'est les réseaux sociaux et évidemment que c'est tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils échangent, tout ce qu'ils voient sur ces réseaux sociaux, sur ces lieux de communication entre eux qui est massif. Absolument. Est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose depuis le temps que tu regardes Internet et les réseaux arriver? Alors, tu vas pas voir peut-être le meilleur des réseaux, parce que forcément, ils vous appellent pour des sujets plus délicats. Mais globalement, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que ça dépend des moments. Ouais, c'est ça. Ça dépend des moments. C'est difficile. J'avoue qu'aujourd'hui, quand on en parle comme ça, on finit par se demander si c'est vraiment une bonne chose. Parce que je trouve qu'on en arrive à un moment dans la société où on se dit... plus on avance, plus on se rend compte, passer le moment d'émerveillement sur cette espèce de communauté du monde dans laquelle on est, cet échange, etc. On se dit que les prix à payer est assez cher à plein de niveaux. Au niveau des démocraties, au niveau des fausses informations, au niveau de la santé mentale des jeunes, au niveau des relations entre les personnes, du côté radicalisation, mais de la pensée, de l'expression, etc. Et qu'il y a beaucoup d'excès, beaucoup d'effets secondaires qu'on finit par avoir un peu de mal à gérer. Et donc tout ça, on se demande si c'est pas un prix un peu cher à payer face aux avantages qu'il y a, qui sont indéniables, mais au niveau de la balance, là, on est un peu dans un moment, je trouve, global, sociétal, d'interrogation, où c'est pas si facile de répondre. Après, et ça a toujours été notre positionnement chez Enfance et ça le reste fondamentalement. C'est pour ça que c'est pas si facile. Il reste quand même que c'est assez extraordinaire, notamment pour les jeunes, parce que je trouve quand même qu'il y a de l'information, des contenus qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, qu'on n'avait pas à leur âge. Et notamment sur tout ce qui est développement affectif et sexuel, connaissance du corps, la sexualité. Alors c'est sûr que les jeunes filles sont plus concernées aujourd'hui parce qu'elles avaient un peu de retard en termes d'informations qu'on pouvait avoir là-dessus. Mais honnêtement, c'est quand même beaucoup plus éclairant d'être une adolescente en 2023 qu'en 1980. Parce que honnêtement, ils ont des choses d'ailleurs qu'ils font eux-mêmes, mais des tutos, des créateurs, des influenceurs qui vont avoir des vidéos, des chaînes YouTube, etc. On va leur expliquer plein de trucs que personne ne leur raconte, que personne ne leur dit et qui est essentiel pour le développement de chacun. Donc, les couper de ça, ça serait un peu difficile. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes, et il y a surtout une ou deux plateformes, j'imagine, qui sont plus nocives, entre guillemets, que d'autres. Il y a des comportements plus habituels sur certaines plateformes qu'on n'a pas ailleurs. C'est vrai. Il y a des modérations plus ou moins efficaces aussi, parce que je pense que tout l'enjeu, c'est aujourd'hui la modération qu'on fait sur ces plateformes. Absolument. Qui aujourd'hui est humainement peut-être extrêmement difficile à faire. Je sais que pas mal de plateformes travaillent sur l'intelligence artificielle, sur ces sujets-là, pour vraiment avoir un impact important sur la modération, parce que ça ne peut plus être humain. À un moment donné, c'est compliqué quand même. Et voilà, après, c'est peut-être aussi une histoire de régulation et de maturité, peut-être aussi des plateformes, des réseaux, parce que c'est vrai qu'on parle d'un sujet qui a 15 ans, à peu près, qui est quand même à l'étape d'Internet ou des réseaux, et assez long, et en même temps... C'est vrai. Le problème, c'est que la modération, je suis d'accord avec toi, c'est le nerf de la guerre, très honnêtement. Et c'est presque le b.a.-ba, essentiel, c'est vraiment la basique. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, honnêtement, en termes de régulation, on ne devrait plus avoir le droit de créer un service de communication sans avoir
de façon obligatoire, comme une norme, d'avoir un minimum de modération, un minimum de pourcentage d'investissement là-dedans, parce que ce qui s'est passé quand même globalement, c'est qu'ils ont tous développé leur modèle sans quasiment modération, ou alors vraiment avec un minimum, trop minimum. Pendant très longtemps, quand même, ils ont passé leur temps à dire qu'ils n'étaient pas en capacité de modérer, mais c'était des choix de ne pas être en capacité. Ils auraient pu. Et alors, effectivement, aujourd'hui, on est face à un état de fait qui est, effectivement, il y a tant de millions de contenus qui sont postés par seconde, et donc en face, effectivement, on nous dit on peut pas modérer. Dans ce cas-là, peut-être permettez. Enfin, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu compliqué quand des industriels vous posent un état de fait en vous disant c'est comme ça, on peut pas. Mais c'est eux qui ont créé ça, donc ils auraient pu aussi choisir de développer la modération en même temps, en parallèle que leur diffusion massive, et de faire en sorte que ça coïncide. C'est pas le choix qu'ils ont fait, mais c'est pas. Il y avait d'autres solutions, c'était pas la seule. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'ils rattrapent ce retard-là. Effectivement, les moyens humains, compte tenu du modèle en tout cas d'Internet, qui est qu'on poste d'abord et qu'on modère après. Effectivement, il faut qu'il y ait quand même une rapidité dans l'après, qui soit pas trop décalée avec la publication. Ça, c'est vrai que l'intelligence artificielle existe déjà. Maintenant, il faut qu'elle s'affine. Effectivement, et il en reste moins qu'il faut quand même des humains derrière, parce qu'on voit quand elle est trop systématique, elle fait aussi des erreurs dans un sens comme dans l'autre, et que souvent c'est ces erreurs-là qu'on voit en fait, parce que massivement la modération est pas si mauvaise, parce que les 3/4 de ce qui passe. Parce que nous, on sait pas de ce qu'ils ont filtré avant. Exactement, mais c'est vrai que ce qui ressort dans l'un sens comme dans l'autre, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir, ou des choses qui sont censurées et qui ne devraient pas l'être, et c'est sur ces excès-là qu'il faut effectivement qu'ils travaillent. Est-ce que tu sens les plateformes assez joueurs, et est-ce que avec tes discussions que tu peux avoir avec eux, est-ce que c'est vraiment important pour aujourd'hui, cette protection aussi des jeunes, protection contre les fake news, contre toute cette radicalisation qu'il peut avoir sur les réseaux? Est-ce qu'ils ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps, ou ils sont encore dans une expectative de développement technique, de savoir-faire Je sais pas, c'est une vraie question. J'aurais du mal à te répondre sur la sincérité de leur démarche, parce que je ne suis pas forcément en lien avec les dirigeants. Mais ce que je comprends, c'est que malgré tout, effectivement, tu parlais de maturité, ils sont quand même dans une forme de maturité, tout simplement d'entreprise. À ce titre-là, ils ont quand même besoin de générer de la confiance, tout simplement, leurs clients, quels qu'ils soient, utilisateurs et clients, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, fort de ça, il faut qu'effectivement qu'ils montrent que c'est quand même un lieu où on peut, qui est sécurisé, qui est à peu près serein, qui respecte le cadre. Donc, il y a du pragmatisme, je dirais. Ensuite, il y a effectivement une régulation forte qui s'initie, et avec les textes européens, qui vraiment là devient effectivement plus contraignante. Donc, en général, sur tout ce qui est contrainte, ils essaient toujours de prendre un coup d'avance, c'est-à-dire de changer leur modèle un peu avant d'être complètement obligés, parce qu'ils voient ça venir. Voilà, après, encore une fois, il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne sont pas. De toute façon, ils ont pas en charge l'intérêt général, ce ne sont pas des politiques, ça reste des entreprises. C'est un service privé commercial. Donc, leur objectif premier, et c'est bien normal, c'est de faire du profit. C'est normal, un développement économique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'à côté, il y ait effectivement une forme de régulation, de contraintes qui, elles, a en tête l'intérêt général, et de se dire comment on fait en sorte pour cadrer. On peut pas leur demander d'être garant de ça. Maintenant, en revanche, on peut leur demander de respecter un cadre légal, et c'est à nous effectivement de faire en sorte qu'ils s'adaptent, et que l'adaptation se fasse dans les deux sens, parce que pour l'instant, on a plus l'impression qu'on a dû tous s'adapter à ce modèle économique et à ce format de réseaux sociaux et comment ils l'ont créé. Et c'est ça, parfois, qui pose un peu question, c'est de se dire, on a envie de faire pause et de dire, attends. Si aujourd'hui, on crée un réseau social, est-ce qu'on le créerait comme ça? Ou est-ce que maintenant qu'on sait un peu tout, comment ça marche, quelles sont les dérives, etc., est-ce que finalement, on le créerait peut-être pas un peu autrement? Et c'est ça qu'on a besoin de faire aujourd'hui, mais comme tout va très vite, on n'a jamais eu le temps de faire ça, et on a l'impression qu'on court derrière pour dire c'est là qu'il faut cantonner, non, il faut cadrer, mais on cadre après, et par une espèce de serpent de mer là qui nous file entre les doigts, et voilà. Mais j'ai l'impression là qu'on est vraiment dans un temps 2 ou 3 qui fait qu'on commence un peu à trouver un équilibre entre ces deux choses là. Et en même temps, comme tu le rappelles, on l'a vu sur Twitter, quand Elon Musk a racheté Twitter, donc il y a des départs massifs, il y a des règles qui changent énormément, et on a eu une désaffection du réseau de la part des annonceurs et des utilisateurs, parce que il n'y a plus de garantie de service, et il n'y a plus aujourd'hui de modération officielle quasiment sur la plateforme. Et donc ça peut détruire en fait leur produit commercial, et je pense que c'est là-dessus qu'à un moment donné, quand ils vont voir qu'il y a une inflexion qui commence à se générer côté client, côté marque, côté utilisateur, ils vont tout faire pour y arriver, et ils vont y arriver. Ça, je pense que c'est un vrai de toute façon, c'est la survie, donc je pense que tout le monde a intérêt. Et Twitter est vraiment le vrai exemple, parce que c'est là où ça se passe quand même en général. Pas mal de... mon point de vue là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a 2 sujets. C'est-à-dire que, on filtre pas l'accès aux réseaux sociaux. Ça, c'est le sujet numéro 1. Tu vois, LinkedIn, il y a très peu de cas, j'imagine. Enfin, en tout cas, tout à fait, il y a très peu de sujets là-dessus, parce que quelque part, on s'affiche, on met sa photo, on met sa carrière, on met son CV, donc on est assez
visible et reconnaissable. Tout à fait. Twitter, on peut créer 15 000 comptes à la seconde avec des outils automatisés. Personne ne te demandera quoi que ce soit. Meta, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a quand même des vérifications, ils regardent, etc. Et en fait, moi, je pense que tant qu'on n'aura pas un permis des réseaux sociaux ou un organisme d'État qui va officialiser, entre guillemets, l'identité de la personne qui a créé le compte, pour être responsable en même temps aussi, on va pas vraiment y arriver. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette responsabilité de la part des utilisateurs, et en même temps, je peux comprendre aussi qu'il faut une certaine privacy, mais je pense que c'est même pas au niveau des plateformes qu'on doit vérifier l'identité. Que ce soit peut-être un service tiers. Je sais pas, ça, je me étatique. pose la question. En fait, ce que je sais pas, c'est est-ce que. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est plus quand les plateformes ne veulent pas donner l'identité d'un compte à des pouvoirs de police ou de justice qui leur demandent, que réellement l'incapacité à trouver l'identité, parce que globalement, en tout cas dans les cas qu'il y a, ils y arrivent. Donc c'est plutôt leur manque de coopération parfois qui pose problème, plus le fait qu'ils y arrivent. Parce que je sais pas si c'est vraiment un État de détenir ce genre de... Ça résoudrait pas vraiment le problème d'abord, parce que le problème que ça pose aujourd'hui, le côté anonymat qu'on a, pseudonymat en tout cas, c'est ce côté décomplexé que ça donne aux gens en fait, dans leur comportement. C'est ça. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pas être retrouvés, etc. Mais si on savait que les plateformes allaient quand même participer au fait elles-mêmes de peut-être être plus proactifs eux-mêmes, les plateformes, en les bannissant un peu, beaucoup, complètement, j'en sais rien. TikTok le fait d'ailleurs. Exactement, avec les moyens qu'ils ont, mais de le faire un peu... En fait, le problème, c'est que ça manque de côté systématique. C'est-à-dire que c'est très aléatoire, on sait pas comment, quoi qu'est-ce. Personne n'est au courant quand ça se passe. Donc, il n'y a même pas le côté un peu exemplarité de certains cas qui fait que... Voilà. Et tout ça fait qu'on a l'impression pour l'instant que ça n'existe pas vraiment. Parce que c'est un peu comme pour le reste. Je veux dire, finalement, on s'est tous fait attraper parce qu'on a brûlé un feu rouge ou tourné là où il fallait pas. Dès lors que ça nous est arrivé une fois, ou en tout cas qu'on connaît quelqu'un qui s'est arrivé dans notre proximité, c'est une réalité, ça devient réel, donc on fait attention. Si effectivement ça n'arrivait jamais, on brûlerait tous les feux rouges et on ne te regarderait pas parce que c'est virtuel pour le coup, le fait de se faire attraper. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose d'un peu systématique de tout le monde, c'est-à-dire des plateformes à leur place à elles, ensuite effectivement certainement de la justice, de la police, chacun dans leur rôle. Ce qui est marrant, c'est que chacun se renvoie la balle. Parce qu'en fait, quand on parle avec les plateformes, elles disent mais c'est pas à nous de faire. Et le problème, c'est que la police et la justice ne font pas leur job. La police ou la justice va dire bah oui, mais eux, ils devraient aussi faire ce qu'ils font à leur niveau, ils le font pas. Et donc ce qui prouve bien qu'en fait, il faudrait que tout le monde participe un peu plus réellement. Mais ils ont besoin, je comprends, de savoir chacun que s'ils font, les autres vont faire aussi. Donc il y a effectivement certainement une coopération plus forte à mettre en place et avec un cadre légal plus strict et plus systématique. Parce que indépendamment des réseaux sociaux, tu vois, par exemple, sur l'accès des mineurs à la pornographie, on a quand même une loi qui existe depuis bientôt 3 ans, qui oblige les sites pornographiques à vérifier la majorité de leurs utilisateurs. Donc, en plus du disclaimer qui te demande ton âge, de vérifier que c'est vrai quand tu dis que tu as plus de 18 ans. Ça fait 3 ans maintenant, bientôt, que cette loi existe et qu'elle n'est absolument pas respectée par aucun site pornographique, que ce soit les sites français ou les tubes, etc. Et il n'y a aucune sanction de rien. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui fait dire aux gens, Internet, c'est une zone de non-droit, machin, que ça n'est pas, que ça n'a jamais été. Mais voilà, il y a un manque, effectivement, alors, tu as l'impression que là, il y a un vrai décalage entre les services de police, de justice qui sont censés appliquer la loi et la loi, parce que tu as l'impression que... Ils savent pas quoi. Et en même temps, j'imagine que tu as des histoires de territoire, pardon. Voilà. Le territoire. Ou bien les sites sont hébergés à l'étranger, donc du coup, ils n'ont pas accès, ils sont pas peut-être sous les mêmes lois, entre guiguillemets, mais ça, c'est peut-être un peu le problème. En France, dès lors qu'ils sont accessibles en France et qu'ils exercent en France, ils doivent respecter la loi française. Sinon, c'est pour ça que, fort de ça, quand la France dit c'est illégal, c'est illégal en France. Ça ne les empêche pas d'opérer ailleurs. C'est juste de dire, chez nous, vous ne respectez pas la loi, donc on vous bloque. Mais c'est vrai que tu vois, sur les histoires peut-être de casinos, je pense qu'ils sont plus efficaces. Bizarrement, parce que c'est aussi des sujets de majorité où il faut faire attention et qui est très, très, très encadré. Et je pense que pour le coup, tout ce qui est pari en ligne et tout ce qui est jeux de casino, etc., là, ils mettent les moyens peut-être. Pour X raisons. Absolument. Et sur ces autres sujets-là, peut-être moins importants pour eux, en tout cas, il y a moins de ce qu'on peut y arriver. On est bien d'accord. Mais ça, c'est une vraie question systématique, mais que j'ai fini par comprendre, c'est qu'effectivement, l'État met plus de moyens sur des enjeux qui sont des enjeux, pour lui, État. Et pas pour les individus comme population. C'est assez horrible à penser, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'État va vraiment mettre des moyens et va être beaucoup plus vigilant sur, on le sait tous, sur tout ce qui est fiscalité, donc sur les enjeux de paris sportifs. Oui, parce qu'il faut des licences. Et puis, il y a du blanchiment d'argent, et puis il y a de la fraude fiscale. Enfin, il y a des vrais enjeux de perte, de danger pour l'État, avec de la mafia, avec de perte de fiscalité, etc. Donc là, ils vont mettre beaucoup de moyens. En revanche, quand ça a un péril
qui concerne des individus et donc la protection de l'enfance, il n'y a pas d'enjeu d'argent, de fiscalité, il n'y a pas de danger pour l'État, il n'y a rien. C'est vrai que c'est un peu horrible ce que je dis, mais ce qu'on constate, c'est un peu ça. C'est qu'il y a un peu de poids de mesure et que du coup, tu as raison, les jeux d'argent, moi j'ai travaillé sur la réglementation en 2010, donc c'est très encadré. Il y a une autorité qui a été créée pour ça. Enfin, vraiment, c'est extrêmement encadré. Il faut être agréé et tout ça. La pornographie, alors que c'est plus consommé que des jeux d'argent, et ben voilà, ça a pas l'air de poser beaucoup de questions. Et alors Internet, ça rentre pas dans le cadre de l'Arcom, parce qu'on voit que l'Arcom, par exemple, sur la télévision, quand il y a une dérive ou bien alors l'Arcom est devenu... Les chaînes sont condamnées, les animateurs aussi. C'est vrai. Alors l'Arcom est devenu... En tout cas, l'Arcom a récupéré des pouvoirs... depuis qu'elle est devenue... Le CSA est devenu Arcom. C'est justement parce que l'Arcom a récupéré des pouvoirs de régulation d'Internet. Donc ça a commencé par tout ce qui est la loi fake news, donc contre effectivement la manipulation de l'information, notamment dans le cadre des élections. Donc c'est l'Arcom, par exemple, qui vérifie que au niveau des temps de parole, etc. et tout, et que quand il n'y a plus le droit de communiquer avant des élections, donc ça, l'Arcom le vérifie, y compris sur Internet et les réseaux sociaux. Maintenant, c'est eux aussi, d'ailleurs, qui doivent justement faire appliquer cette loi d'accès des mineurs à la pornographie sur Internet. Donc, petit à petit, l'Arcom récupère, finalement, la haine en ligne aussi, c'est eux qui l'ont récupéré. Enfin, voilà. Donc, ils finissent par récupérer petit à petit la régulation. Alors, ils ne veulent pas rentrer trop dans le cas par cas, ils veulent rester dans la supervision. Ensuite, c'est récent, donc ils ne sont pas encore très staffés. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas des ressources, ni en compétences, ni en quantité de ressources humaines. Donc, il y a vraiment tout un passage, effectivement, d'échelle qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils n'ont pas terminé de faire. Et puis au niveau du DSA, va falloir qu'il soit nommé effectivement officiellement dans chaque pays un régulateur, et c'est pas encore été fait au niveau européen pour que l'Arcom est candidat évidemment, mais c'est pas encore acté. Et puis c'est quand même un peu plus compliqué, effectivement, de réguler Internet que quelques chaînes. La télé, on sait chez qui taper, quoi. Voilà. Il y a 4 diffuseurs, enfin 4, non, j'exagère, peut-être 10 groupes de télé, il y a 4 diffuseurs, des boîtes de prod en France. Il y a moins de flux, quand même. Il y a moins de flux. Si tu comptes que toutes les chaînes, c'est tous nos comptes de réseaux sociaux, ça fait beaucoup de chaînes. C'est ça, on prend une grille de programme, bon, ça, c'est humainement faisable. Voilà. Twitter, c'est plus compliqué. Voilà, quand c'est qu'il y a des millions de chaînes sur chaque réseau social, ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, alors, est-ce que les plateformes de messagerie, parce qu'on a parlé des plateformes réseaux sociaux, énormément, donc type WhatsApp, Telegram, alors même si c'est pas, hébergé aux États-Unis ou dans un monde européen, est-ce que ça rentre aussi dans votre mission? Oui. Et où est-ce que ça prend de l'importance? Je sais, moi, par exemple, dans les écoles, les directions d'école interdisent les messageries WhatsApp, les groupes WhatsApp entre élèves, parce que ça favorise le cyberharcèlement. C'est clair. Ça, c'est une vérité. C'est de la réactivité, effectivement, à des cas qu'il y a eu. Et c'est vrai que nous, on a énormément, parce que les jeunes ne sont pas idiots, ils connaissent, en termes d'usage, connaissent mieux les réseaux sociaux que nous. Donc, ils ont bien compris que s'ils diffusaient des comportements harcelants ou des contenus qui sont pas tolérés sur les réseaux sociaux eux-mêmes, ils allaient rapidement soit être repérés, soit être bloqués, soit se faire repérer par le réseau social, par l'école, par leurs parents, enfin bref. Donc, ils ont très vite compris que c'était sur les messageries évidemment privées qu'il fallait le faire, c'est-à-dire sous les radars. Donc, ils le font évidemment sur Messenger, sur WhatsApp, sur les messageries privées, en fait, de n'importe quel en réalité réseau social. Et puis, évidemment, encore plus, éventuellement, si on veut échapper sur Signal ou sur Telegram, avec le côté éphémère, destruction des messages, etc. Et le mythe du crypté, qui en réalité est également présent sur WhatsApp. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que nous, on a énormément de cas à traiter, notamment de tout ce qui est ce qu'on appelle globalement revenge porn, même si ça n'en est pas toujours, mais de contenu comme ça, de news diffusées sans consentement, ce qui est quand même très très fréquent. Et c'est vrai que ça se passe essentiellement sur les messageries privées. D'abord parce que c'est pas sur les réseaux eux-mêmes, ça circule beaucoup mieux dans des boucles fermées. D'autant que quand on a affaire à des mineurs, à des ados qui diffusent ce type de contenu, on peut limite être sur des contenus pédopornographiques parce que c'est des contenus à caractère sexuel, donc pornographiques, de mineurs. Donc voilà, donc ça devient des contenus complètement illégaux. Alors c'est aussi en vertu de ça qu'on peut alerter si c'est Messenger, le groupe Meta ou WhatsApp, pareil, etc., en leur disant attention, ça doit être dans des messageries privées, vous avez des contenus totalement illégaux qui circulent et donc il faut impérativement que vous les bloquiez. Alors il y a eu un moment où c'était un peu compliqué à faire parce qu'il y a eu un règlement européen, la e-privacy, justement sur la vie privée, qui en fait a au nom de la protection de la vie privée, a réduit la capacité d'intervention des réseaux sociaux dans leur messagerie, d'aller regarder, entre guillemets, pour faire court, ce qui pouvait circuler, pour effectivement protéger la vie privée, mais moyennant quoi, pour bloquer tous ces contenus, notamment un caractère pédopornographique qui pouvait circuler, mais il y a aussi des questions sur les contenus terroristes ou des choses comme ça. Ça réduisait aussi la capacité de le faire et de signaler. Donc ça a été un moment un peu tendu. Au niveau européen, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on a
perdu une capacité de blocage, parce qu'avant, on pouvait signaler, ils nous répondaient, et Meta a appliqué à la lettre e-privacy, et du coup, pendant quelques mois, elle nous a dit, on n'a plus le droit d'intervenir, donc on peut rien faire. Donc, c'était quand même très embêtant. Bien sûr. Ça veut dire qu'on faisait moins bien qu'avant. Et puis là, depuis quelques mois, ils ont accepté pour ces contenus-là de revenir en arrière et voilà, d'accepter nos signalements. Donc, effectivement, ça rentre aussi dans notre champ d'intervention. Et on peut signaler des contenus qui circulent sur ces messageries privées. Surtout que quand on dit privé, quand sur WhatsApp, il y a 250 personnes dans un groupe, c'est pas hyper privé. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, et puis après, c'est la porosité des réseaux entre eux, c'est-à-dire qu'un contenu WhatsApp peut se retrouver ailleurs et peut justement circuler. Et en même temps, on peut comprendre qu'on ne veut pas non plus être écouté ou être observé dès qu'on écrit un message, parce que là, on est en plein dans la surveillance de masse, quoi. Ah bah oui, non, mais clairement. Et on ne veut pas être là-dessus. Mais c'est plus la notion de privé, c'est-à-dire qu'en fait, tu te dis que c'est eux qui autodéclarent les messageries, mais aussi des comptes, tu vois, par exemple sur Insta ou autre, on va dire qu'un compte dit privé, c'est quoi ? C'est juste un compte où il faut qu'on t'accepte. Voilà. Mais le privé n'a plus la même sens que ce qu'on pouvait dire de privé avant. Oui. C'est-à-dire que tu peux être 500 000 dans un compte qui est privé. Et donc, ce qui est un peu gênant, c'est que les réseaux sociaux vont appliquer, eux, cette idée de privé juridiquement en disant quand c'est privé, donc c'est comme de la correspondance privée, donc on ne peut pas intervenir. Et donc, c'est là où tu te dis, il faudrait un peu revoir ces notions de privé que c'est important. Hein. Bah oui, parce que ça génère juridiquement des droits d'intervenir ou pas, voilà, et ça a des vraies incidences. Et là, dès que tu auras un accès à Internet, ça sera plus privé, en fait, parce qu'il peut y avoir toujours des fuites. En tout cas, dès qu'il y a un peu plus de 2 personnes, tu pourrais te dire à quel moment est-ce qu'on est vraiment privé. Voilà, c'est quand même, il y a un peu de monde autour, quoi. Ouais. Alors, régulièrement, il y a beaucoup de cas de harcèlement entre les influenceurs ou les créateurs de contenu. Enfin, en tout cas, il y a eu pas mal de news qui sont sorties dans les médias là-dessus, entre créateurs de contenu, communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois aussi, alors au-delà des plateformes, entre utilisateurs, je dirais, est-ce que tu vois beaucoup de cas qui maintenant sortent un petit peu ou sont à maturité aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une délivrance de la parole de certains abonnés qui peuvent... à cause d'une affaire ou grâce libérer la parole. Est-ce que tu vois de plus en plus de cas autour de ça ou c'est quand même marginal ? Non, c'est vrai que c'est étonnant de voir... Enfin, c'est bien d'ailleurs, c'est le côté, t'as raison, libération de la parole qui fait que, comme d'autres violences dans la société, d'ailleurs, à partir du moment où on les a nommées, les gens se disent « Ah bah tiens, ça s'appelle comme ça, ce qui m'arrive, en fait, que j'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était, mais c'est donc ça que ça s'appelle. Et donc, c'est bien moi qui suis victime. Et donc, j'ai pas à avoir honte, il y a toujours ce problème-là, et où c'est pas moi qui ai mal fait, ou c'est pas moi qui suis ridicule, ou c'est pas moi qui sais pas comment utiliser, moi, je suis dans mon bon droit, et c'est l'autre ou les autres qui sont quand même pas... Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est super important. Et puis, il y a quand même eu pas mal de personnalités connues, enfin reconnues dans tous les domaines d'ailleurs, un peu pas que chez les créateurs de contenu, mais aussi dans d'autres sphères de la vie publique. Et c'est comparable les deux affaires, enfin c'est le même phénomène qui peut se passer ? Alors, à la base, oui, sauf qu'effectivement, la différence pour les personnalités publiques, c'est qu'elles vont générer beaucoup plus de gens contre elles qu'elles ne connaissent pas. Alors qu'en général, quand t'es un jeune ou t'es un créateur de contenu, t'as tes abonnés, enfin tu identifies un peu plus. C'est vrai quand t'es une personnalité politique, par exemple, ou du sport, ou de la télé ou autre. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, donc tu peux avoir une masse de gens contre toi que tu ne maîtrises absolument pas, qui tous pensent te connaître, mais que toi tu ne connais pas du tout. Alors, donc ça fait plus de gens. En revanche, c'est des gens que tu connais pas, donc tu peux quand même un peu t'en détacher parce que c'est moins ciblé. On va moins d'ailleurs t'attaquer sur ta personne, et puis tu sens moins quelqu'un qui t'en veut du mal. Tu comprends qu'on t'aime pas, etc. Mais c'est moins impactant. En revanche, on a bien sûr en tête des gens très connus qui se sont fait, où le cyber, finalement, la haine en ligne, le cyberharcèlement est devenu physique. C'est-à-dire où des gens ils sont venus en bas de chez eux, menacer leurs enfants. Enfin voilà. Donc ça, t'as quand même des phénomènes qui sont assez inquiétants quand même, et où là on peut comprendre que ça soit que ça fasse peur. Bon, on a le cas de la jeune Mila qui est une ado, qui a généré du cyberharcèlement et de la haine de façon démesurée, qui est passée au réel, qui a une protection H24 de la police et de la gendarmerie. Enfin, c'est quelque chose de complètement quand même inimaginable pour une jeune ado qui était mineure, qui était lycéenne. Peu importe le reste. Donc c'est vrai que ça questionne beaucoup. Puis là, dernièrement, on a ce phénomène de créateurs de contenu qui renverse un peu l'appareil aussi, parce que finalement, il y en a qui abusent de leur position de notoriété et de popularité avec
effectivement ce phénomène assez nouveau parce que à certains égards, bon, c'est pas très nouveau que des personnalités connues abusent de leur popularité et de leur capacité de séduction liée à ça sur des jeunes filles, de jeunes garçons. On a toujours les histoires de toutes les rockstars qui, pendant leur tournée, choisissaient des fans à la fin de leur concert. Et voilà, donc c'est pas nouveau en termes de comportement humain. Après, voilà, ce qui est nouveau, c'est que ces créateurs de contenu laissent à croire qu'il peut y avoir très vite une relation privée parce qu'effectivement, les abonnés vont pouvoir échanger sur la messagerie privée, se tutoyer, se parler comme puis se parler, c'est toujours pareil. C'est ça qui est toujours assez qui donne un accès quand même à une forme d'intimité très vite, c'est que chacun peut être dans son lit, sous sa couette, avec ce téléphone, en parlant à quelqu'un qu'on connaît pas, mais on est dans un lieu d'intimité chacun qui fait qu'on a l'impression d'être en super forte proximité avec l'autre. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça autorise des choses souvent qu'on comprend pas en disant mais pourquoi ils envoient des news, des images d'eux aussi intimes comme ça, des gens qu'ils connaissent pas, ou des plans cam et des choses sur leur voilà. Mais parce que tout ça se fait dans un lieu qui lui-même est leur lieu authentique d'intimité, et donc on laisse des espèces de trucs comme vraiment de très poreux effectivement aussi à cet égard-là. Et donc c'est vrai qu'on a eu aussi des scandales, mais ça fait quand même un moment, même si c'est des gens connus qui reviennent régulièrement, donc ça paraît toujours un peu incroyable, mais de créateurs de contenu qui ont largement abusé de ça et qui se sont révélés finalement aussi profiter de cette posture pour assouvir manifestement des penchants un peu particuliers. Mais ça, je dirais que c'est marginal, heureusement, parce que finalement aujourd'hui, un créateur de contenu, ça devient un métier comme un autre, et comme dans tous les métiers. C'est la nouvelle rockstar de l'époque, quoi. Exactement, et comme dans tous les métiers, il y a heureusement peu, mais quelques-uns qui utilisent ce métier-là de façon perverse et manipulatoire pour, encore une fois, leur intérêt personnel, autre que professionnel, exactement. Et est-ce que vous avez une action vis-à-vis d'eux, par exemple? Est-ce que vous avez un encadrement pour les créateurs de contenu? Alors, nous, par exemple, est-ce qu'il y a une protection ou bien des rappels, peut-être un petit peu, qui ne sont pas anodins? Alors, nous, on ne peut pas faire grand-chose sur les créateurs de contenu eux-mêmes, si ce n'est que participer à tous les travaux et les réflexions qui sont faites sur en tout cas, les conséquences et l'influence et les abus qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des mineurs, que ça soit en termes évidemment, de détournement de mineurs, mais aussi tout simplement d'influence, d'information, de danger qu'il y a sur tous ces jeunes qui vont vraiment boire les paroles des influenceurs comme la vérité et acheter tout ce qu'ils leur proposent et faire tout pareil et se mettre parfois en danger au niveau de leur santé ou d'autres comportements. Donc ça, évidemment, on alerte les pouvoirs publics là-dessus, on travaille avec eux, on peut alerter les plateformes aussi quand on voit des comportements, etc. Donc c'est plutôt, nous, de la prévention qu'on va faire. Vis-à-vis des jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire de leur dire attention à ce que vous voyez, ce que c'est, ce que ce n'est pas, comment on peut repérer, c'est quoi le cadre qu'ils doivent respecter. Finalement, quand un créateur de contenu respecte pas le cadre, c'est peut-être pas très bon signe. C'est peut-être qu'il a un truc à cacher ou qu'il fait exprès de c'est pas parce qu'il y a ci qu'il est comme ça. Voilà ce qu'il est censé mettre. Comprenez bien comment ce métier fonctionne, mais de la même façon qu'on leur explique, comprenez bien comment fonctionne la réseau social. Tout ça, c'est que on est obligé maintenant aujourd'hui d'expliquer aux jeunes très tôt qu'est-ce que c'est que cet objet dans lequel ils sont et ces gens qui voient, quel est le modèle économique derrière, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, donc que chacun est là, et il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut juste le savoir, pour effectivement gagner de l'argent, faire du profit, c'est un métier, etc. Il n'y a rien de philanthropique, il n'y a rien de... c'est pas gratuit, donc qu'ils comprennent. Parce qu'une fois que le jeune a compris, il a compris sur quoi il était, pourquoi c'est gratuit, parce que c'est moi le produit, comme on dit, que donc on veut le garder en ligne le plus longtemps possible, que donc pour ça on est prêt à faire plein de choses, et que l'influenceur derrière ou le créateur de contenu, effectivement, il est là aussi pour faire son business, parfois très bien et très authentiquement, et lui-même, le créateur, s'est mis des règles éthiques, qu'en général d'ailleurs il partage pas mal avec sa communauté régulièrement pour rappeler quel est son mode de fonctionnement. Quand il est à l'aise avec ça, il est transparent, et ça marche évidemment très bien, et c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Et ça, c'est pour le coup un vrai avantage des réseaux sociaux qui ont vraiment mis ça en avant et valorisé ça, l'authenticité, mais la vraie, pas la fausse. Mais ça, je pense que les jeunes aussi ont développé quand même un certain nombre de réflexes qui leur permet de reconnaître un peu ça. Et puis à l'inverse, derrière ceux qui... Et donc c'est plutôt leur apprendre à trouver des indices un peu qui peuvent effectivement, c'est développer leur esprit critique à nouveau, c'est leur apprendre ça. Et ça, c'est vrai que leurs parents sont incapables de le faire aujourd'hui, et c'est normal, parce qu'ils connaissent rien. Donc autant ils vont les élever pour plein d'autres domaines de la vie, mais pour celui-là en particulier, il n'y a pas grand monde, personne leur dit en fait, alors c'est le lieu où ils passent
Malheureusement, mais c'est ainsi, le plus de temps. On se concentre sur l'école et en fait, c'est peut-être pas le bon sujet parce que là, ils sont encadrés. Là, il y a d'autres adultes qui prennent le relais. Voilà. Alors qu'effectivement, sur les réseaux, ils sont un peu seuls entre eux et à part se nourrir des expériences malheureuses des autres, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde pour les avertir. Est-ce que la télé-réalité a été nocive sur ces sujets-là? Parce qu'on sait qu'il y a, dans le métier, on dit il y a deux influences. Il y a l'influence authentique et il y a la fausse influence, entre guillemets, télé-réalité, qui ont été quand même dans le maximum des abus qu'on a pu faire dans tous les domaines, de dropshipping, enfin vraiment de comportement avec les jeux d'argent, investissement sur les cryptos, etc. Donc il y a eu vraiment tout ce qu'il fallait pas faire de ce côté-là. Est-ce que ça représente des cas importants aussi, alors? Clairement. Parce que ils sont très très visibles quand même. Ah, mais clairement. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ils viennent, comme tu dis, de la télé-réalité, donc de la télé, et que finalement les jeunes continuent à regarder certains programmes de télé. C'est ça. Comme cela. Alors aujourd'hui, il y en a moins, mais tous ces gens tous ces créateurs ou ces influenceurs qui viennent de la télé-réalité, ils sont venus d'émissions de télé qui ont été très regardées par les jeunes il y a 10 ans, grosso modo, tu vois, etc. Je crois que la bonne nouvelle, ils ont arrêté la diffusion maintenant. Voilà, mais ils viennent de là. Comprendre. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent de là et que leur public initial est venu là et les a suivis finalement sur les réseaux. Mais donc, et c'est pareil comme d'autres émissions de télé en fin de journée très regardées par les jeunes. Voilà, ça reste effectivement. C'est intéressant de voir que la télé continue quand même, son pouvoir sur certaines petites fenêtres, a quand même un pouvoir réel de créer de la notoriété, et qu'effectivement, ils ont capté tous ces jeunes-là. Donc, c'est vrai que ça reste alors, moi, je trouve que les jeunes ont appris, parfois, à leur dépens, mais assez vite quand même. Aujourd'hui, ils ont un regard assez critique quand même là-dessus. Alors, c'est vrai qu'en face, il y a eu d'autres comportements qui sont aussi condamnables, mais par quelques acteurs qui venaient pas de la télé-réalité et qui ont quand même eu l'avantage de tirer un peu la sonnette d'alarme, un peu brutalement et violemment, comme à leur habitude, mais néanmoins mais c'est grâce à lui, en tout cas. C'est grâce à lui que voilà, quand même le sujet, il faut. Bercy maintenant se pose sur le sujet, fait des réunions pour encadrer les créateurs. Il faut quand même reconnaître ça. Donc c'est pas forcément la meilleure façon, mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu, parce que sinon, à nouveau, c'est quand même un sujet qui n'intéressait pas beaucoup les pouvoirs publics. Qui était connu, mais pas suffisamment. Mais sur le côté, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui était un peu sur le côté, avec à nouveau une incapacité à réaliser l'impact réel que ça a sur la société, la place que ça en prend sur des jeunes, c'est-à-dire les futurs citoyens, etc. Et de laisser ces phénomènes, parce qu'il y a une forme de... On reste quand même sur quelque chose d'un regard parfois un peu de mépris quand même par les pouvoirs publics sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme si c'était un peu le lit de l'humanité, comme un peu la télé-réalité en fait. Il y a une espèce de mélange des genres qui fait que c'est un peu de même nature, quoi. Alors après, il faut quand même reconnaître aux réseaux sociaux que c'est pas eux qui ont inventé la télé-réalité, que le loft, ça date d'il y a bien longtemps, et que la télé a commencé quand même à inventer ce genre-là, genre d'aller regarder les gens par le trou de la serrure, de voir ce qu'ils font vraiment dans leur lit, les etc. émissions d'enfermement et puis de voir les gens H24, de les regarder avec des caméras dans leur salle de bain, dans leur lit, etc. Ce que donnent à voir les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, pour ceux qui sont lifestyle, en tout cas, de nous dire tu me chopes le matin dans mon lit et je suis pas maquillée et machin, etc. C'est quand même faut se dire aussi, ce côté voyeur de l'humain, qui est extrêmement quand même alimenté, et que beaucoup de gens aiment aussi, parce que c'est vrai qu'il y a effectivement toute cette industrie des créations de contenu, mais parce qu'en face, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ne produisent rien, mais qui regardent. Et c'est quand même de la consommation passive pour beaucoup. Bien sûr. Moi, j'ai toujours les plateformes réseaux sociaux ont fusionné les magazines People, les émissions d'enfermement, et le côté un peu gossip qu'on a tous, ou le côté un peu concierge, entre guillemets, qu'on peut avoir tous, pour se dire, tiens, en fait, c'est un magazine People en live, avec des vrais gens, des vrais contenus, ils sont où? Donc c'est vrai. Ils ont extrapolé finalement la nature humaine d'une façon maximum, ils sont vraiment au top du top, je dirais là-dessus, mais effectivement, ça génère des comportements, et en même temps, peut-être que les acteurs de télé-réalité, en tout cas les participants, se sentent aussi peut-être obligés de continuer à vivre comme ça pour leurs abonnés, parce que c'est vrai. Il y a aussi une double, si tu veux, demande, je trouve, côté abonnés, parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment fans et qui sont à fond, et tu les vois qui se singent, entre guillemets, en télé-réalité, qui suivent, etc. Donc ça dépasse la fanatitude, parce que c'est vraiment là presque maladif. Et en même temps, les créateurs, ou en tout cas les anciens télé-réalités, qui ont leur modèle économique principal, et qui du coup se disent si j'arrête, j'ai plus de rentrée d'argent, donc je suis obligé de continuer, et jusqu'où je vais aller. Donc en même temps, les deux
les deux s'auto-alimentent quand même. Absolument, parce que s'entretiennent. Forcément, s'il n'y avait pas de gens derrière leur compte, ils ne feraient pas ça. Bien sûr, Donc, bien sûr. Non. Toujours, Oui, c'est toujours la problématique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité d'audience et l'impact est tel que tu ne peux pas les laisser faire ça n'importe comment parce qu'effectivement, il y a des vraies conséquences quand même. Et puis, ça laisse à penser que ce type de comportement a le droit tel quel peut exister. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait vraiment cadrer ça. Parce qu'en plus, tout le monde le sait, évidemment, ça portait préjudice très fortement au métier de créateur de contenu globalement. Donc, à un moment, il faut quand même aussi montrer ce que c'est. Comme les réseaux sociaux. Quand un réseau social déconne complètement, ça porte préjudice à toutes les plateformes. Donc, c'est bien pour ça qu'à un moment, il faut quand même les cantonner en disant, attendez, nous, on n'est pas comme ça. Donc, il fallait aussi que les créateurs de contenu puissent dire, attention, pas de mélange des genres, quoi. Bien sûr. C'est pas... Alors, voilà. C'est vrai que là, l'initiative de Bercy, donc du ministre Bruno Le Maire, d'encadrer en tout cas ce métier ou même ce nom, parce qu'ils sont en train de définir qu'est-ce qu'un influenceur, tout à fait, etc., qui pour moi finalement reprend des choses existantes, parce que les textes de loi existent, tu dois payer tes impôts, tu dois faire attention, il y a des comportements interdits, le jeu d'argent, la crypto, exactement. Donc il faut juste remettre un peu tout ça dans un cadre, je dirais. Mais c'est vrai que le déclencheur, ça a été Booba, on va le citer, qui a quand même eu l'efficacité qu'il a eu très ciblée sur une personne et une agence. Voilà, donc on souhaite beaucoup de bien à Booba, on ne veut pas du tout, parce qu'il a quand même une force incroyable, pour le coup. Et en même temps, ça a rejoint un sujet ministériel, je pense, de DGCCRF. Surtout, exactement. Et donc, c'est ça qui a déclenché finalement les forces vives sur ce sujet-là. Donc, on en revient au jeu du casino tout à l'heure, où finalement, quand on touche à l'État, il se passe des choses. Exactement. Donc on va voir. Parce que je pense qu'il y avait des enjeux aussi, si tu veux, comme par hasard, il y avait aussi des enjeux économiques. Oui, et puis d'évasion fiscale, et puis Dubaï. Enfin, finalement, ça rejoignait plein d'autres enjeux globaux qui étaient déjà présents, en fait. Il y a aussi la protection des consommateurs, parce qu'il y avait des problématiques et que ça commençait à être un peu quand même touchy, avec effectivement certains cas où il y a vraiment des affaires en justice, effectivement, de créateurs de contenu qui ont des problèmes réels avec la justice pour avoir quand même fait perdre beaucoup d'argent à un certain nombre de leurs abonnés. Donc il y avait une espèce d'alignement un peu des planètes là, et puis souvent l'État a aussi souvent besoin d'un peu de gros faits divers comme ça pour se sentir légitime vis-à-vis de la société, de dire bon, maintenant on y va. Peut-être que s'il avait fait avant, ils avaient peur de se dire bon, de quoi ils se mêlent, est-ce qu'on serait mal vu d'aller réguler les créateurs de contenu, etc. Bon, maintenant là ils ont aligné pas mal d'affaires en même temps en disant maintenant c'est le moment d'y aller, on y va. Mais la DGCCRF s'est aussi mobilisée parce qu'elle a eu des plaintes, parce qu'il y a eu aussi quand même pas mal d'abus dans différents genres que tu as cités et qui font qu'il faut. Et bien, il y a eu aussi, il faut pas oublier des influenceurs quand même qui vendaient des potions magiques entre guillemets contre le cancer. Enfin voilà, donc il y a eu aussi des dérives vraiment avec des vraies dérives de manipulation où il y avait des dangers de santé pour des gens. Et ça devient. Ça, très honnêtement, je comprenais même pas que ça existe. C'est parce que tu as raison, c'est ça. Si on définit le métier qui a forcément des particularités, mais ça reste aussi un métier, moi je trouve, qui est très proche d'un mannequin ou de n'importe quelle personnalité qui est payée pour valoriser des produits, etc. Il n'y a pas de mal à ça dès lors que c'est encadré. Et le cadre légal, tu as entièrement raison, il existe déjà. Il faut juste l'appliquer. On ne va pas créer quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle forme mais la règle en elle-même, elle reste la même. On a le droit, on n'a pas le droit de faire la promotion d'un certain nombre de produits ou pas. Tu vois, nous, en tant que... Moi, ça fait 15 ans. J'ai créé l'agence, donc j'étais dans les tout premiers à être sur le sujet des blogueurs à l'époque, et qui sont devenus influenceurs. Tout à fait. Et effectivement, en fait, en tant qu'agence de communication, tu es censé connaître la loi. Donc forcément, on a travaillé avec la RPP pour mettre en place aussi les mentions légales de partenariat. Exactement. Qui nous semblait en fait évident, parce qu'on est dans une relation commerciale, et donc il faut afficher qu'on est sur un partenariat rémunéré. Et en même temps... Oui, les influenceurs doivent payer leurs impôts, doivent être fiscalement propres, entre guillemets, avec des attestations de vigilance, des choses que toute entreprise doit connaître. Absolument. Qui, en fait, aussi, du coup, au tout début, en tout cas, étaient bien gérées, et sont venus beaucoup d'intervenants qui étaient extérieurs au milieu des agences et au milieu professionnel tout court, où c'était leur première expérience, tout bêtement, et qui sont venus en non-connaissance de loi. Et qui fait du coup pas mal de dérives et qui donc sont pas, normalement ils sont censés ne pas ignorer la loi parce que c'est une structure officielle, ils ont quand même des sociétés. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils ont passé le pas en se disant tiens, là il y a de l'argent à faire, je vais y aller, je vais monter une structure, je prends quelques gens de la télé que j'ai rassemblés et que je vais faire grandir, ou en tout cas je vais leur vendre du rêve pour les encadrer. Donc, je suis un peu plus mature qu'eux, peut-être, et donc ça va marcher. Et donc, c'est un peu tous ces comportements-là. Et c'est vrai que
nous, métier d'agence, d'influence, mais on ne gère pas des talents, on travaille pour les marques. Donc, tout à fait. On se doit d'autant plus par rapport à nos marques, la responsabilité d'être, de les associer avec, carré, quoi. Parce que pour le coup, là, on n'a pas de choix. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, finalement, que Bruno Le Maire et son ministère se mettent sur ce sujet-là pour définir les cadres, en tout cas rappeler peut-être des cadres légaux, tout à fait. Définir un métier, définir peut-être aussi des comportements par rapport à des métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être agent, on ne peut pas être conseil, on ne peut pas être... avocat, enfin, il y a tellement de gens et de cas de figure différents qui sont compliqués à gérer. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, entre guillemets, pour épurer un petit peu les réseaux sociaux de ce genre de mauvais comportement qui devrait à terme disparaître, on va se dire, en tout cas se raréfier. Et donc, du coup, peut-être demain, d'avoir une incidence sur l'association aussi, ou d'avoir moins de comportements à risque côté créateur, côté adolescent, parce que c'est eux qui sont les plus perméables à tout ça. Hein. C'est pas des gens adultes. Alors même si oui, ça arrive aussi, mais ils sont en construction. Enfin, là où je félicite l'association et tout ton travail pour ce genre de choses, c'est un vrai combat qui est prioritaire pour moi sur la partie éducation, parce que ils n'ont pas vécu sans Internet, ils n'ont pas vécu sans réseaux sociaux. Et c'est comme si nous, on avait vécu à l'époque la télé ou la radio sans règles. Complètement, t'as raison. C'est-à-dire que là, alors, il y avait eu les radios pirates, mais ça a duré un temps. Mais on a légiféré. C'est vrai. Parce que c'est un média. Complètement. Et très dès vite. que tu deviens un média, t'es puissant. C'est le principe du média. Tu deviens puissant. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle social media, quand même, les réseaux sociaux. Donc, et c'est vrai que c'est la puissance, hein, ce qu'on appelle la viralité, mais c'est la puissance. Et tu peux pas laisser cet impact, la puissance, sur, comme tu le dis, des êtres en construction, qui ont aucune expérience, qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils n'ont pas de recul, parce qu'ils n'ont pas encore construit leur esprit critique, parce qu'ils sont à une époque de la vie où on se pose plein de questions, on s'en pose toute notre vie, mais à cet âge-là particulièrement, parce que c'est la première fois qu'on se les pose. Voilà, qui je suis pas, est-ce qu'on m'aime pas, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas belle, est-ce que je vais plaire ou pas, enfin voilà, qu'est-ce que j'aime pas et tout ça, et donc on est très fragile, très vulnérable, et donc finalement on va être encore plus effectivement influençable par n'importe qui va nous dire fais comme moi, regarde, fais comme ci, fais comme ça, et si tu fais ci, tu vas être comme ça, là. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont prêts à tout boire comme parole. Et là-dessus, encore une fois, comme les parents ne voient pas ce qui se passe dans le téléphone de leur enfant, ils voient le temps qui s'y passe, ça les inquiète beaucoup, mais comme ils savent pas ce qui se passe dedans, ils peuvent même pas intervenir pour les protéger, leur donner des bons conseils, leur dire attention, machin. Bon, d'abord parce qu'il y a des âges où on n'a même plus envie d'entendre ses parents parler de ça, donc il faudrait le faire avant pour que l'ado puisse tout seul ensuite le gérer, et ce qui n'est pas le cas. Et puis c'est vrai qu'ils sont tout seuls quand ils sont face à un créateur de contenu, il n'y a personne pour dire attendez. Et c'est là où quand même les plateformes ont un peu de job à faire qu'ils font pas encore suffisamment, mais comme tu le disais tout à l'heure, le problème numéro 1 étant qu'on puisse identifier un enfant ou un ado sur Internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, la machine et le réseau lui-même, le tuyau, ne sait pas qui le voit, et donc lui envoie la même chose qu'il ait 4 ans, 12 ans, 18 ans, ou après on fait ce qu'on veut. Mais voilà, donc c'est vrai que ça, il y a un vrai sujet, et tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est un peu compliqué d'ajuster. Parce qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas les priver non plus de ce qu'il y a. Non, parce qu'il y a des contenus qui sont super. Et il y a des ados qui vivent dans des familles pas du tout ouvertes, qui parlent de rien, voire qui vont les juger de façon très négative s'ils ont des orientations sexuelles qui sont pas acceptées dans la famille ou autre, et qui ont besoin d'avoir Internet, qui ont besoin d'avoir les réseaux sociaux, qui ont besoin de voir que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ça existe, et qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus, qui ont besoin d'avoir des informations qu'ils trouvent pas ailleurs. Donc c'est vrai que on peut pas les priver complètement de ça. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, il faut effectivement essayer de filtrer en fonction de leur âge pour se dire voilà, à cet âge-là, c'est normal qu'ils aient accès à ça, peut-être pas à ça. Pour les protéger, il faut peut-être pas qu'ils puissent communiquer avec n'importe qui. Enfin, voilà, il y a différents. Et que les plateformes font objectivement, parce qu'ils ont déjà construit des fonctionnalités un peu différentes selon les âges. Le problème, c'est que ça rencontre pas les ados qui ont ces âges-là, puisque les ados disent non, mais moi j'ai 18 ans, même s'ils en ont 12 et autres, et que personne vérifie rien. Voilà. Mais là, il y a un nouveau projet de loi là, sur la majorité numérique. Non, oui, il y a un projet de loi sur la majorité numérique qui voudrait finalement un peu... vraiment figer ces 15 ans. Pour l'instant, on n'a mis que côté RGPD, donc acceptation de donner ces données personnelles, mais d'aller un peu au-delà de ça pour dire, voilà, en France, c'est vraiment l'âge à partir duquel on considère qu'un jeune peut faire ce
pas tout ce qu'il veut parce qu'il n'est pas encore majeur, mais globalement, tout seul, en tout cas, décider d'aller où il veut, comme il veut, etc. Avant 15 ans, en revanche, il faut que ses parents soient au courant, ce qui leur donne aussi le droit de dire oui ou non. Et que ses parents soient associés tout le temps à ça. Voilà, donc là, l'idée, mais encore une fois, on peut faire toutes ces règles-là. Tant qu'on ne sait pas reconnaître avant 15 ans ou même pas 15 ans, ça ne marchera pas. Donc, ça reste le nerf de la guerre, reste de pouvoir vérifier l'âge. Comme ça commence à se resserrer, ce besoin de vérifier l'âge, là, on sent qu'en ce moment, il y a plein de... Mais c'est intéressant parce que ça ouvre un marché. Et il y a énormément d'acteurs. Moi, toutes les semaines, j'ai une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up qui vient me voir pour me dire j'ai trouvé la solution pour vérifier l'âge, on va faire ci, on va faire ça, machin. Mais donc, c'est super intéressant de voir que ça génère, mais super, hein, vraiment, encore une fois, un nouveau marché, des nouvelles idées, de l'innovation. Et c'est super de voir qu'en France, on a plein vraiment de compétences, etc., qui se mettent en œuvre là-dessus, qui sont créatives. Et donc, il n'y aura peut-être pas une seule solution pour vérifier les âges. Il va peut-être en avoir plusieurs qu'on va nous proposer. Et puis, comme d'habitude, c'est celles avec ou sans S qui seront les plus agréables à utiliser, les moins invasives, les plus sécurisées, etc., qui vont au final certainement émerger. Et peut-être que dans un an ou deux, on en retiendra 3, et qu'on choisira en fonction des usages, mais c'est intéressant de voir que donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir des solutions pour reconnaître un peu nos ados en ligne et pouvoir leur offrir un internet informatif et communicatif pour eux et en même temps un peu plus protecteur qu'aujourd'hui. Après, tu vois, je me suis dit, c'est vrai que par exemple donc ma fille a un Apple, un iPhone, et donc quand on lui a créé son compte, on a mis qu'elle avait moins de 13 ans. Et donc par défaut, la machine, enfin le device, exactement. Lui interdit, par exemple, les cartes de paiement sans contact, donc pas mal de fonctionnalités. Je me dis, est-ce que c'est peut-être une piste pour tout à fait. que les constructeurs ou les fabricants de matériel informatique qui nous donnent accès finalement à tout ça puissent bloquer, dès la création du compte, par les parents en général, l'âge de l'enfant et évoluer en fonction de son âge. En fait, ça existe déjà, puisqu'effectivement, tu parles de l'iOS, mais Android fait pareil, etc. C'est sur les systèmes d'exploitation, il y a ce qu'on appelle globalement le contrôle parental, mais ça a des noms différents, ça peut être de restrictions. Qui marche pas terrible, si ça marche. Hein. C'est ça, en fait, ce que tu as fait, c'est du contrôle parental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui as mis l'âge, et donc, en fonction de ça, le système, il est programmé pour quand ça cet âge-là, il y a ça, quand il y a cet âge-là, il y a ça, et donc, il a mis un âge qui fait que, en fonction de cet âge-là, il restreint. Alors, c'est pas mal sur un modèle américain, puisque c'est des systèmes américains, mais peu importe, il restreigne, effectivement, et puis ensuite, tu peux choisir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle parental, que ces systèmes d'exploitation ont, que tu peux avoir sur d'autres... et que les réseaux sociaux, pour certains, ont aussi, parce qu'Instagram comme TikTok ont embarqué à l'intérieur, Snap aussi, des systèmes un peu de contrôle parental. Alors, ça n'a pas ce nom-là, mais ça va être family, machin, parental, je sais pas quoi, mais c'est globalement ça. Il y a d'ailleurs une nouvelle loi en France, là, qui va rentrer en application dans quelques mois, qui va obliger tout device, effectivement, qui va être vendu en France, de nécessairement proposer au premier allumage un contrôle parental. Donc après, le parent dit oui ou non, mais en tout cas de le faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils embarquent par défaut un contrôle parental. Après, là où tu as raison, et je suis d'accord avec toi, c'est que le contrôle parental, ça fait 20 ans que ça existe et que c'est pas ultra utilisé. Mais je pense que celui d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui n'est pas le même, que maintenant ils sont de plus en plus embarqués dans les systèmes, embarqués dans les réseaux, plus friendly, que les parents eux-mêmes ont vieilli, mais aussi il y a des nouveaux parents, donc ils sont quand même plus utilisateurs et plus à l'aise avec ces outils-là, et plus conscients du risque et qui ont envie de protéger leurs enfants, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, et qui donc vont pouvoir davantage les utiliser. Mais tu as raison, ça fait partie de l'offre, en tout cas, qui existe, qui est assez maintenant protéiforme, et qui permet d'avoir ça. Mais bien sûr qu'il faut que ça soit proposé comme un système auquel on adhère et pas demander aux parents pour chaque truc d'être là ou pas là et d'autoriser ou pas. C'est infernal. Dès l'allumage et dès la mise en place de l'objet, c'est fait. Après c'est bien que ça soit un peu qu'on puisse l'assouplir en fonction de l'âge de son enfant. Et puis, que le système soit intelligent et se dise, tiens, quand il a eu son ordinateur, il a eu 12 ans. Voilà. Et que, donc, un an après, il aura 13 ans, logiquement, 14 ans, et d'ouvrir progressivement le système. Exactement. Et d'aller vérifier de temps en temps que tu es toujours OK, que tu es bien d'accord. Et que tu l'as pas vendu, c'est toujours à toi. Etc. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la génération qui arrive, et on se pose tous les questions, les générations qui sont les Gen Z d'aujourd'hui, qui ont vécu les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, parce qu'ils ne vont plus sur les sites, ils ne vont plus là où nous on allait avant. Ils consomment moins la télé, ils consomment Netflix, donc ils sont super différents de la génération d'avant. Et on se pose la question de quel impact ça va avoir dans 10, 20 ans. Alors, on ne sait pas encore, parce que il y a du bon, je pense, dans pas mal de choses.
il y a du mauvais aussi, mais ça se gère et c'est à vous aussi et aux parents de gérer cette façon-là. Mais voilà, se pose des questions quand même de société sur comment va évoluer cette génération, etc. Et je pense que les réseaux sociaux, alors j'en suis un acteur, donc je peux pas dire le contraire, mais sont positifs dans la majorité des cas. Et en fait, les défaillances de plateforme ou de contrôle, etc., font que ça devienne des objets puissants, négatifs et malsains. C'est-à-dire que leur puissance, qui peut être ultra bénéfique, forcément, quand elle est mal utilisée, elle devient monstrueuse, entre guillemets, puisque ce qu'on valorise ce qu'on lui demande de faire de façon puissante quand c'est pour véhiculer des choses très positives et qu'on est ravi que ça fasse massivement, c'est vrai quand malheureusement c'est détourné d'un objet positif, ça a le même quantitativement, ça a le même impact ultra négatif. Donc c'est vrai que mais ça pose aussi quand même la question de c'est toujours pareil, quoi, de la place de ces plateformes qui militent depuis toujours pour être des tuyaux et de pas s'occuper de ce qui circule dedans. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus tenable comme posture. Parce qu'effectivement, d'abord, on sait que l'algorithme, le principe même de nos algorithmes font que, par nature, ils éditorialisent, donc ils sont plus beaucoup hébergeurs, même si c'est juridiquement leur posture, et que donc il va falloir à un moment les mettre quand même face à leur responsabilité d'éditeur, puisque dès lors qu'ils éditent pour toi, pour moi, pour tout le monde avec les algorithmes. Parce que l'algorithme les force à diffuser un contenu spécifique à toi, un moi, voilà. Donc ils choisissent de nous suggérer. Donc à un moment, ils peuvent aussi. C'est des choix. À un moment, c'est compliqué de pas être dans des choix politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire de dire, on est quand même dans des environnements démocratiques. Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des droits. Et finalement, eux aussi doivent les véhiculer et les tenir. Ils sont quand même nés en Occident, à part un qui a des problèmes en ce moment, mais ils sont occidentaux, etc. Donc, il faut qu'ils participent à être garants finalement aussi de voilà. Et puis c'est leur intérêt au final aussi. Exactement. Donc, ils peuvent aussi choisir de dire, il y a des choses qu'on bannit chez nous au nom de valeurs et pas au nom de parce que pour l'instant ils sont un peu parfois dans des arbitrages de plus petits dénominateurs communs et de surtout pas intervenir. Oui mais bon, et puis parfois ils ont des réponses vous comprenez dans d'autres pays très éloignés, alors ça c'est toléré, alors il y a pas de voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment le côté universaliste, quand c'est pour diffuser la bonne parole, très bien, mais universaliste d'accepter des choses parce que quelque part au bout du monde, quelque part peut-être ça l'est alors que chez nous ça l'est pas. Voilà, c'est des arguments qui sont pas toujours très entendable, et je pense qu'il y a un moment il va falloir qu'ils assument d'être dans le monde d'aujourd'hui. Dans notre monde en tout cas de valeurs et de principes démocratiques et avec des responsabilités qui vont être effectivement les leurs aussi, mais ça c'est le DSA on a décidé et ils vont avoir du mal à y couper. Alors revenons à l'association. Comment on peut aider l'association aujourd'hui en tant que parent ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit prendre contact avec vous ? Est-ce qu'il y a un guide ? J'imagine que vous avez beaucoup de documentation là-dessus. Mais alors, je pense que les parents ne vont pas naturellement vous appeler comme ça. Non, alors, c'est vrai que les parents, ils font ce qu'ils veulent, les pauvres. Déjà, c'est difficile. C'est difficile d'être parent. Donc, moi, je trouve qu'on les accable beaucoup, on leur demande beaucoup de temps et puis on les rend beaucoup responsables aussi. Et c'est le beau jeu des plateformes aussi de dire, mais ça, c'est la responsabilité des parents. Les parents, en même temps, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça. Il faut aussi que les autres, où vont leurs enfants. Je veux dire, quand on dit c'est interdit de vendre de l'alcool ou on est bien d'accord que le pluraliste doit participer au fait de ne pas vendre, etc. Donc, les plateformes doivent aussi participer au principe de ne pas donner accès à un certain nombre de contenus à leurs enfants. Donc les parents, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Maintenant, effectivement, s'ils se posent des questions, il y a beaucoup de contenus sur les sites internet, donc ça, ils peuvent aller chercher des mots-clés, machin. Il y a vraiment, tu as raison, énormément de contenu, beaucoup de ressources. Il y a des vidéos, on a une chaîne YouTube, on a des comptes sur tous les réseaux sociaux, donc il y a pas mal de contenus vidéo, etc. Et puis sinon, quand on veut un conseil personnalisé, c'est l'avantage du 3018, c'est qu'on peut appeler le 3018, mais on peut aussi chatter avec nous en direct. On a une application 3018 qu'on peut télécharger où on peut aussi parler avec nous. Donc si on n'a pas envie de téléphoner, on peut messenger avec nous. Et par ce biais-là, pour le coup, nous poser des questions personnalisées et on est ouvert 7 jours sur 7. De 9h à 23h, donc il n'y a que entre 23h et 9h du matin où on n'est pas joignable, mais sinon tout le reste du temps on est joignable, donc il y a des vrais gens qui répondent derrière le téléphone en direct et qui vont pouvoir répondre à toutes les questions des parents, à quel âge acheter ci, quel appareil, comment inscrire, désinscrire, enfin voilà, vraiment toutes les questions qu'on peut se poser, on peut les avoir, et ça c'est vraiment l'avantage du 3018 aussi, c'est d'avoir cette capacité de répondre de façon très personnalisée, parce que c'est comme pour tous les sujets dans la vie, en général on trouve jamais vraiment la réponse précise à la question qu'on se pose nous-mêmes. Dans une FAQ, c'est jamais celle-là exactement. C'est ça. Et puis, c'est vrai que les contrôles parentaux, c'est un vrai sujet. Exactement. Il y a beaucoup de solutions commerciales qui existent, mais est-ce que c'est bien, pas bien ? Exactement. Jamais. Donc, j'imagine que vous avez votre idée là-dessus. Et ça, absolument. On a un benchmark sur notre site, mais c'est vrai qu'on a, encore une fois, on peut aussi appeler et il va y avoir un écoutant qui va pouvoir vous dire, si c'est ça, qui va même pouvoir passer du temps avec vous en direct pour vous dire
en même temps, appuyez sur ça, cliquez, ça télécharge, vous cliquez là-dessus, vous faites ça. Donc Génial. vraiment accompagner dans le paramétrage. Et donc ça, c'est utile parce que parfois, même si on a envie de le faire, c'est tellement laborieux qu'on lâche. Et puis on peut être lâché, on peut être perdu là-dedans. Donc, exactement. Premier conseil pour les auditeurs, c'est d'aller sur le site, de taper les mots-clés de ce qui vous intéresse, donc les contrôles parentaux, les comportements, l'inscription sur une plateforme, comment on peut faire, etc. Tout à fait. Et donc de regarder tout ça et d'appeler. Et d'appeler 38 et télécharger l'application s'ils veulent. Ils peuvent télécharger l'application 38. Voilà. D'accord. Donc elle est gratuite évidemment. Elle est disponible sur iOS ou Android et elle est téléchargeable. Donc pour eux, ils peuvent la télécharger pour pouvoir échanger avec nous. Ils peuvent la télécharger sur le téléphone de leur enfants, par exemple, s'ils achètent un téléphone à leur enfant, leur ado, télécharger par défaut l'application, comme ça, s'il a un problème, il peut directement chatter avec nous. Et parfois, c'est vrai il y a des questions ou des problèmes qu'ils ont en ligne, ils n'ont pas forcément envie d'en parler tout de suite à leurs parents. Claire. Donc, il faut savoir que le 3018, il est là, il est confidentiel et on est vraiment là pour les aider. Et en général, une fois qu'on les a aidés, on leur dit maintenant, tu peux peut-être en parler à tes parents si besoin. Donc, on fait le lien, mais c'est vrai que dans un premier temps, ils ont besoin d'être un peu écoutés et un peu pris en charge. Et puis quelqu'un un tiers de confiance. Exactement. Et pour le coup, et votre rôle aussi, c'est vachement intéressant. Exactement, tout à fait. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode, comme ça on aura l'application iOS, Android, évidemment le site internet. Et puis vous aurez en fin d'épisode aussi un lien pour faire une promesse de don, puisqu'on est dans l'épisode du podcaston. C'est gentil. Et donc on a une semaine, voire plus, parce que ça commence cette semaine, mais ça se prolonge toute l'année pour faire des dons. Il n'y a pas de limite. Absolument. Et ça, c'est vrai qu'on en a besoin. Il faut soutenir parce que on est tous concernés aussi par tout ça, les réseaux sociaux. On est acteur, on est passif, on est utilisateur. Et c'est vrai qu'on a besoin de moyens parce que c'est un sujet, c'est un sujet qui prend vraiment de plus en plus de place. Et depuis le confinement, le Covid, encore plus, ça a vraiment explosé les contacts sur notre ligne, vraiment de façon assez massive. Donc on a besoin de recruter plus d'écoutants, d'agrandir nos locaux. Enfin, on a besoin de n'importe quelle entreprise finalement, mais au service de l'intérêt général. Et comme on ne vend rien, on a besoin que les gens nous confient leur argent pour que ça serve à cette cause. Donc, et puis il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs d'Internet et des réseaux sociaux. Donc ça va se démultiplier à l'avenir. Donc il faut en être conscient aussi. Et même si les ados, enfants grandissent, il y a de nouveaux ados qui arrivent. Et d'autres plateformes demain peut-être. Donc on n'en a pas fini. Non. C'est que le début. On arrive à une partie de l'association d'idées. Donc je vais te donner un mot, tu m'en donnes un autre. D'accord. On y arrive. En général, on déborde. Internet. Waouh. Eh ben waouh. Révolution. C'est ça. YouTube. Sympa. Et alors, harcèlement scolaire? Traumatique, hein. Super. Et alors, les dernières questions pour finir l'épisode. Comment on peut aider l'association? On a parlé tout à l'heure des dons. Est-ce que aussi vous recrutez peut-être des profils, des experts? C'est vrai. Comment alors en fait, il y a différents profils. J'allais dire, il y a deux choses qui sont intéressantes dont on a besoin. C'est à la fois, tu as raison, c'est des gens, des compétences pour effectivement répondre au téléphone. On recrute des psychologues, on recrute des juristes, on a vraiment besoin des deux. On recrute aussi juste des jeunes qui adorent le numérique et Internet et on a besoin de cette compétence très forte sur le numérique pour toujours être à la pointe, connaître les usages, pouvoir aider au mieux vraiment tous les utilisateurs, notamment les jeunes et les parents. Et puis je dirais à côté de ça, parfois on a besoin aussi de gens qui nous aident à développer l'association comme une entreprise, c'est-à-dire comme une structure à développer au mieux, c'est-à-dire utiliser de meilleure façon l'argent qu'ils nous donnent, nous la confie pour qu'elle puisse continuer à se développer de façon saine et vertueuse au profit de cette mission d'intérêt général. Parce que c'est vrai que souvent, nous, associations, on aimerait parfois je me dis j'aimerais avoir des business angels, mais de nobles, qui nous encadrent et qui nous aident à nous développer comme une entreprise, parce que souvent on est un peu livré à nous-mêmes, on n'est pas forcément des entrepreneurs nés, même si on est obligé d'avoir cette entité-là pour faire développer cette structure, qui a juste pas vocation à générer du profit, mais pour autant qui doit être rentable, bien utiliser l'argent et le mieux le faire. Donc voilà, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont envie de donner leurs compétences entrepreneuriales, tu vois, par exemple, mais au profit aussi d'une structure. Moi, je suis très preneuse de conseils et d'accompagnement de cette nature-là parce que c'est sécurisant aussi, parce que sinon, parfois, c'est très angoissant de gérer une association parce qu'on ne sait jamais combien on va avoir d'argent le lendemain, parce qu'on a de l'argent un peu au compte-gouttes qu'on nous donne année par année, mais chaque année, il faut aller en redemander au public, au privé, etc. Et c'est un peu fragilisant. Et voilà, donc... Écoute, j'ai 2-3 profils à te donner en antenne. Avec plaisir, je suis très preneuse. Qui peuvent même aider à des levées de fonds, je ne sais pas si ça se fait. Non, mais clairement, mais tout à fait. Vraiment, ça peut être les mêmes mécaniques qu'une start-up, j'imagine. Exact, voilà, t'as tout compris. Bon, écoute, on va mettre ça en place. Donc, c'est mon engagement à moi personnel, avec plaisir. Au-delà du don que je ferai aussi derrière. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et alors, un conseil, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, un conseil pour des adolescents,
sur Internet ou les réseaux sociaux? Alors, ça, c'est la question très, très dure, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ouais. Un seul conseil. Alors moi, c'est un conseil que je donne aux jeunes en général. Fais confiance à ce que tu ressens. Ce qui est un bon conseil. Voilà. Parce qu'en même temps, ça s'adapte à plein de situations. Exactement. Et il faut être à l'aise. Il ne faut pas se sentir obligé d'eux. Jamais. Mais faire confiance à ce que tu ressens. Si tu ressens tu ne sais pas pourquoi. Okay. Si tu ressens, c'est qu'il ne faut pas... On zappe. Voilà, il ne faut pas y aller. Super. Et alors, la dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander, peut-être pour finir nos échanges ou compléter, ou quelqu'un que tu as rencontré qui... récemment ou pas? Oh là là, compliqué. C'est pas sympa pour tous les gens que je rencontre si je pense à personne. Et en même temps, j'en rencontre beaucoup et j'ai la chance dans ce métier de rencontrer beaucoup de gens très divers et passionnants, etc. Donc c'est difficile d'en choisir une seule. Je vais en choisir une seule, mais tu peux inviter Brigitte Macron pour ton prochain podcast. Bon, alors là, on peut. Non, parce que on peut tenter. Juste pour dire que, dépendamment de toute politique, elle soutient l'association. Depuis 2018. Depuis 2018, elle est venue nous voir et elle a été impressionnée par le travail qu'on faisait sur notamment la ligne d'écoute et par l'expertise et la compétence que les professionnels qui sont derrière font. Et elle nous accompagne, elle nous soutient et elle continue à le faire. Et on est en 2023 sur le cas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on a pu faire grâce à le simple fait qu'elle affiche son soutien, parce que ça, effectivement, a pas mal d'impact. Donc voilà, je dis ça pour rigoler, mais tu peux. Voilà, tu peux. On va tenter. On va tenter, écoute. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Justine, pour cet éclairage sur l'association, sur le travail au quotidien qui est fait. J'en retiens des bonnes nouvelles, quand même. Ça va dans le bon sens. Ça prend du temps, mais c'est comme partout. Absolument. Et c'est quand même un sujet majeur pour la génération qui arrive et qui va arriver d'encadrement. Absolument. Donc, merci beaucoup. Non, merci beaucoup à toi, Cyril. Merci. À très vite. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et je vous encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts qui participent à cette semaine spéciale du Podcaston. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association e-enfance. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. Voilà, on compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast et j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu et vous a permis de découvrir cette association e-enfance qui fait énormément pour lutter contre les différentes menaces qu'on peut avoir sur le numérique. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.